Voilà. Ben, on va remercier les bons esprits, Dieu notre Père, pour cette occasion que nous avons aujourd'hui d'être réunis pour étudier un point supplémentaire par rapport à la philosophie spirit. Aujourd'hui en particulier sur les fluides. Et en demandant aux bons esprits de bien vouloir nous assister pour que nous puissions bien comprendre ces enseignements, essayer de les mettre en pratique, de les utiliser pour le bien, pour la question des fluides, de donner l'exemple autour de nous. Et aussi que ces lectures et ces enseignements et ces échanges puissent être bénéfiques pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous ce soir et sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Voilà. Alors, bonjour à tous. Meilleurs vœux encore une fois à tous. Merci de votre participation. Donc, je vais vous remontrer le programme pour cette année. Donc, on a terminé, vous vous rappelez, l'année dernière, tous les modules, je crois qu'il y en avait 10 au total, qui parlaient de la vie dans le monde des esprits, commençant de la désincarnation, qu'est-ce qui se passe au moment de la désincarnation, le passage, les périodes de troubles, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait dans le monde des esprits et comment on se prépare à revenir en sommaire. Donc, bon, ce sont des enseignements qui sont assez intéressants et surtout inédits parce que c'est typiquement quelque chose que vous ne retrouverez pas ailleurs que dans le mouvement spirit. Et aujourd'hui, on va passer au deuxième module qui parle justement du fluide et du père-esprit, des fluides et du père-esprit. Les fluides, c'est un mot qui est beaucoup employé dans la codification. On va essayer de comprendre un peu mieux d'où il vient, comment et pourquoi. C'est assez spécial parce que le sens qu'avait le mot à l'époque, du moins dans le milieu scientifique, est différent du sens qu'il a pu avoir aujourd'hui. Mais néanmoins, les spirites ont conservé ce mot pour différentes raisons. Et puis donc, c'est pour ça qu'on va essayer de l'expliquer. Et aussi le Père-Esprit, donc ce ne sera pas forcément aujourd'hui, mais dans les prochains cours, qui est donc cette fameuse enveloppe de l'esprit. Donc, c'est une forme de matière qui n'est pas tangible comme la matière des 4 dimensions, de l'espace-temps, mais qui a quand même une réalité pour l'esprit et qui est, et puis aussi pour nous incarnés, puisque nous avons aussi notre Père-Esprit, et donc qui permet d'expliquer mieux le phénomène médiumnique notamment, et puis les échanges entre les esprits désincarnés et incarnés, et qui permettent aussi d'expliquer ce travail avec les fluides, notamment les passes magnétiques. Voilà. Alors, on va ouvrir le guide d'études. Je vous l'avais mis dans le chat de Skype, donc vous pouvez le télécharger là-bas, ainsi que le programme là, que je vous ai montré. Donc, on va expliquer qu'est-ce que c'est que les fluides, quelle est la nature, quelles sont les propriétés, quelles sont les qualités des fluides. Donc, la première notion fondamentale de ce fluide, c'est ce que Kardec appelle le fluide cosmique universel, FCU en abrégé. Donc, qu'est-ce que c'est que ce fluide cosmique universel? Donc, le mieux, c'est encore de prendre la définition que Kardec en a donnée, à la fois dans le livre des esprits, mais de façon encore plus précise, comme vous le voyez ici, dans la Genèse, dans laquelle il y a un chapitre notamment qui est exclusivement consacré au fluide. Donc, ce fluide cosmique universel, d'après ce que disent les esprits, c'est la matière élémentaire primitive dont les modifications et transformations constituent l'innombrable variété des corps de la nature.
en tant que principe élémentaire universel, il offre deux états distincts, celui d'éthérisation ou d'impondérabilité. Donc, éthérisation, c'est encore un mot, à l'époque, on parlait de l'éther pour désigner ce fluide. Et donc, l'éthérisation, c'est quelque chose justement qu'on n'arrive pas à saisir, quelque chose qui n'est pas tangible, quelque chose qui n'est pas pondérable, comme c'est dit ici. C'est-à-dire qu'on ne peut pas peser, qu'on ne peut pas détecter à l'état normal, qu'on ne peut pas voir non plus à l'état normal. Alors, Marcia n'arrive pas à se connecter. Attendez, je vais essayer de lui remettre le lien. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle, donc le premier état, c'est un état d'éthérisation ou d'impondérabilité. D'accord? Donc, pour les scientifiques, c'est dans le vide, c'est hors de l'espace-temps. Donc, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à mesurer, à peser, à voir, à filmer, à détecter dans la matière pure. Ce que l'on peut considérer comme l'état normal primitif de ce fluide est celui de matérialisation ou de pondérabilité. Donc ça, c'est l'inverse, c'est-à-dire que là, on parle vraiment de la matière, qui n'est en quelque sorte que consécutif. Le point intermédiaire est celui de la transformation du fluide en matière tangible, mais là encore, il n'y a pas de transition brusque, car on ne peut considérer nos fluides impondérables comme un terme moyen entre les deux états. Donc, qu'est-ce que Kardec veut dire là? Il dit déjà que, comme ce que tous les scientifiques cherchent à établir en ce moment, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière la matière, la théorie de la grande unification entre la physique quantique et la physique relativiste. Il y a cette idée qui existe dans la science actuelle, mais les recherches n'ont pas encore abouti, les théories ne sont pas encore arrivées, d'avoir justement un agent unique, une origine unique qui explique les choses. Eh ben, les esprits le confirmaient déjà, comme vous pouvez le voir, il y a 160 ans. Et ils disaient, ils appelaient ça le fluide cosmique universel, qui est, sous ces différentes transformations, donc qui va former tout ce qui est matériel. C'est-à-dire, quand il se densifie un petit peu, il donne la semi-matière qu'on appelle le père-esprit. Et quand il se densifie à un degré encore plus élevé, eh ben, il forme la matière qui est celle qu'on connaît. Celle que la science connaît, celle qu'on arrive à pondérer, celle qu'on arrive à mesurer, à peser, à détecter, à filmer, etc. OK? Donc, il appelle ça justement le fluide cosmique universel. Alors, le problème du mot fluide, comme je vous le disais au départ, c'est le suivant, parce qu'aujourd'hui, si vous allez dans le dictionnaire et que vous regardez l'adjectif ou le mot fluide, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose qui flue, quelque chose qui s'écoule. Donc, qu'est-ce qu'on connaît qui s'écoule? Déjà, c'est l'eau, tous les liquides en général. On appelle ça un fluide. Et aussi tous les gaz, l'air ou n'importe quel autre gaz, c'est aussi quelque chose qui s'écoule, donc c'est un fluide. Et donc, les fluides donc, embrassent à la fois les liquides et puis les gaz. Les solides, à l'inverse, eux, ne sont pas fluides, sauf une exception, le verre, par exemple. Le verre, c'est considéré comme un fluide. Parce qu'avec le temps, le verre, il s'écoule aussi. Et ça se constate notamment dans les très anciens vitraux des cathédrales. Le verre, en fait, ça paraît d'être un solide, mais en fait, c'est un fluide. Voilà. Donc, fermons cette parenthèse. Voilà la définition scientifique des fluides. Mais à l'époque, c'est pas comme ça. Le mot fluide avait un sens beaucoup plus large. À l'époque de Kardec, c'est-à-dire au milieu du 19e siècle, la science avait déjà vu qu'il existait l'électricité, par exemple, qu'on commençait à étudier les propriétés de l'électricité. On avait aussi vu que les aimants, qui avaient les propriétés magnétiques d'un aimant. Et donc, il se demandait comment est-ce qu'on peut expliquer
cette électricité ou ce magnétisme. Et la théorie scientifique de l'époque, elle parlait justement d'un fluide. Il disait, c'est un fluide électrique. L'électricité est expliquée par le fluide électrique et le magnétisme est expliqué par le fluide magnétique. Donc, vous voyez, on utilisait ce mot fluide non seulement dans le sens que je vous ai donné au départ, mais aussi dans ce sens-là, pour essayer d'expliquer l'électricité et le magnétisme. Aujourd'hui, on sait que, on connaît beaucoup mieux l'électricité. On sait que le courant, par exemple, ce sont des électrons libres au niveau de certains métaux qu'on appelle conducteurs, qui peuvent se propager, circuler dans le solide, hein, dans le fil en cuivre ou en aluminium. Et c'est ça qui, sous l'influence d'un champ électrique, justement, et c'est ça qui explique le phénomène électrique, ce qu'ils appelaient dans le temps le fluide électrique. Donc ce mot fluide n'est plus du tout utilisé dans ce sens-là aujourd'hui, puisque la conception, elle a changé. De même, pour expliquer l'aimant et plus tard l'électromagnétisme, les scientifiques utilisaient aussi le fluide magnétique. Donc, vous voyez, fluide, ça avait un sens plus large que celui qu'il y en a aujourd'hui, qu'on pourrait dire aujourd'hui l'agent, hein, ou si on se raccroche aux théories des sciences aujourd'hui, eh ben, c'est les champs électromagnétiques et les champs électriques. Hein. Et les photons, enfin tout ce qui est le fluide lumineux aussi, hein, qu'ils utilisaient à l'époque. Aujourd'hui, on sait que la lumière, elle est transmise par des photons qui ont différentes couleurs selon leur fréquence et qui peuvent aussi avoir différentes énergies. Voilà. Et on sait aussi en plus qu'aujourd'hui, avec la dualité onde-particule, hein, que le photon, il peut être à la fois considéré comme une particule, en l'occurrence de masse nulle, ou comme une onde. Voilà. Donc ça, c'est là où en est la science aujourd'hui. Mais à l'époque, donc il y a 150 ans, elle n'en était pas là. Donc elle utilisait le mot fluide aussi pour déterminer ses agents. Et c'est pour ça que Kardec a utilisé ce mot fluide pour expliquer, pour le fluide cosmique universel et aussi, comme on le verra plus loin dans ce cours, le fluide magnétique, c'est-à-dire quand un magnétiseur donne un passe magnétique, il transmet ce qu'on appelle des fluides magnétiques. Alors, on utilise encore cette terminologie aujourd'hui, hein, et c'est pour ça que parfois, c'est un peu mal compris. Les scientifiques, quand ils se penchent là-dessus, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce fluide? Qu'est-ce que ça a à voir avec un fluide? Est-ce que ça s'écoule comme un liquide ou un gaz? Et donc, c'est une réaction qui est tout à fait normale si le scientifique ne tient pas compte de la contextualisation, le sens que ce mot-là, il avait à l'époque. Voilà. Et donc là, Kardec va encore plus loin, enfin avec les esprits, bien sûr. Il dit qu'à l'origine de tout ce qui est de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est même semi-matériel, il existe un agent unique qui est le fluide cosmique universel. Donc, si on transpose ça dans la physique d'aujourd'hui, ben, tous les solides, toutes les particules, hein, et il y a énormément de particules aujourd'hui qui ont été listées et découvertes dans la physique des particules. Hein, ça va jusque les plus récents, c'est les bosons de Higgs ou les fameux neutrinos, hein, qui sont très fugaces et on a beaucoup de mal à capter ou à mesurer. Et ben, tout ça, ce sont des transformations du fluide cosmique universel selon ce que nous disent les esprits. De même pour les champs, hein, donc le champ électrique, le champ magnétique dont on a parlé à l'instant, eh ben, ces champs, ce sont aussi des transformations du fluide cosmique universel. Il y a un autre champ qu'on connaît bien aussi, c'est le champ gravitationnel, donc la pesanteur, en gros, si vous voulez, hein, le fait que quand on est ici sur la Terre, on n'est pas éjecté par la force centrifuge, hein, que la Terre nous attire, qu'on a un certain poids, qui donc s'explique, on connaît bien les lois, hein, que la force de la pesanteur, c'est égal à la constante de gravité multipliée par le produit des masses des deux corps et divisé par la distance qui les sépare au carré. Hein. Donc là, vous avez la force
C'est ça qui, quand on l'applique à nous et à la Terre, ça donne notre poids, en gros. Hein, donc, de 80 ou 90 kilos, enfin, pour ce qui me concerne en tout cas, c'est calculé par cette formule-là. Et donc, c'est ce qu'on appelle la force de la gravité. Donc, elle est bien connue, là encore, par la physique, mais aujourd'hui, la physique ne sait toujours pas expliquer qu'est-ce qui fait que la Terre et la Lune, par exemple, s'attirent. Hein. Il n'y a pas de, je dis toujours, il n'y a pas de fil entre les deux, il n'y a pas d'élastique, il n'y a rien, hein, mais pourtant ils s'attirent. Hein. Et pareil, à des très grandes distances, hein, entre la Terre et le Soleil, entre le Soleil et Pluton même, entre les galaxies entre elles, il y a ces forces gravitationnelles qui sont partout dans l'univers. Mais la science n'a pas encore trouvé le fluide gravitationnel, ou dans la physique des particules, elle appelait ça le graviton, hein, c'est cette fameuse particule qui explique l'attraction universelle. Ça n'a pas encore été trouvé par la science. Voilà. Donc, en fait, les scientifiques, encore aujourd'hui, ne savent pas ce que c'est. Ben, les spirites, ils vont un petit peu plus loin parce qu'ils disent que cette loi d'attraction universelle, c'est là encore une des transformations du fluide cosmique universel. Voilà. Et petit à petit, maintenant, les théories scientifiques évoluent et on arrive, hein, il commence à y avoir des théories qui arrivent justement vers cette notion d'agent universel qui explique tout ce qui est à la source, en fait, de tous les autres phénomènes physiques qui sont connus. Donc, la science y arrive doucement, mais sûrement. Hein, il va certainement falloir encore quelques décennies. Et les esprits, ils l'avaient dit, hein, ils l'avaient révélé dans la codification déjà il y a 160 ans. Donc voilà pour le fluide cosmique universel et aussi d'où vient ce mot fluide. Alors on va continuer toujours dans la Genèse. Là. Le point de départ du fluide universel est le degré de pureté absolue dont rien ne peut donner une idée. Donc vous voyez, rien ne peut donner une idée, ça veut dire qu'on a encore du mal aujourd'hui à conceptualiser ce genre de choses. Hein. On ne peut pas donner une idée, on ne peut pas le décrire. C'est quelque chose qui dépasse encore l'entendement humain. Mais il parle justement de ce degré de pureté absolue. C'est ce fluide cosmique universel qui est donc émis et qui est partout dans l'univers. On dit qu'il est émis, créé par Dieu. Hein. Au départ, il a cette pureté absolue et c'est donc, il continue en disant, le point opposé, c'est sa transformation en matière tangible. Donc ça, c'est la forme la plus dense qui est connue de ce fluide cosmique universel. C'est celle qu'on connaît aujourd'hui dans notre monde matériel. Hein. C'est celle que tous les matérialistes admettent, hein, avec toutes les lois physiques qui sont associées à ça. Hein. Voilà. Mais ce sont les deux extrêmes. Donc, le premier extrême, c'est quasiment immatériel, hein, c'est ce degré de pureté absolue. Et de l'autre extrême, c'est la matière lourde et dense telle qu'on la connaît sur la Terre. Les fluides, alors, entre ces deux extrêmes, pardon, il existe d'innombrables transformations qui se rapprochent plus ou moins de l'un et de l'autre. Voilà. Et donc, c'est là aussi que les esprits disent depuis le début, la matière n'existe pas uniquement sous la forme tangible qu'on connaît, sous la forme einsteinienne, sous la forme qui est présente dans l'espace-temps. Elle existe aussi sous d'autres formes qui sont moins denses, qui sont, comme on dit, plus éthérées. Et on dit aussi semi-matériel, hein, c'est ce qu'utilise Kardec. C'est de la matière, mais ce n'est pas de la matière tangible à l'état normal. Un autre scientifique, Régis Duteuil, il avait fait des études là-dessus. Lui, il parlait de matière superlumineuse. Pourquoi il parlait de matière superlumineuse? Parce que vous savez que tout ce qui est matériel a des limites. Et une limite que la matière ne peut pas franchir, c'est la vitesse de la lumière. C'est-à-dire, pour qu'une matière avec une masse non nulle arrive à la vitesse de la lumière, il faut une énergie qui est infinie. Voilà. C'est-à-dire, on ne pourrait pas voyager dans l'espace plus vite que la vitesse de la lumière. Hein. Je pense que vous le savez tous. Du moins dans notre forme matérielle. Pourtant, les esprits, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent,
on se déplace à la vitesse de la pensée. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est instantané ou est-ce que c'est quasi instantané? On ne sait pas. En tout cas, ce qu'ils nous disent clairement, c'est qu'ils vont de la Terre à Jupiter à la vitesse de la pensée, c'est-à-dire en quelques secondes. Or, la lumière, pour aller de la Terre jusqu'à Jupiter, il lui faut plusieurs heures. Vous voyez? Donc, forcément, si les esprits, avec leur père esprit, arrivent à se déplacer si vite, ben, c'est là où on sent la différence par rapport à la matière telle qu'on la connaît. Hein, c'est-à-dire, c'est une matière qui n'a pas la même densité et qui ne suit pas les lois physiques qu'on connaît pour la matière tangible. Et ça, c'en est l'exemple, disons, la manière de l'expliquer la plus simple, hein, c'est c'est cette limite, cette fameuse limite de la vitesse de la lumière qui n'existe pas pour cette semi-matière. Voilà. Les fluides les plus voisins de la matérialité, les moins purs par conséquent, composent ce qu'on peut appeler l'atmosphère spirituelle terrestre et tout ce qui est matériel autour de la Terre. C'est dans ce milieu que l'on trouve également différents degrés de pureté, que les esprits incarnés et désincarnés de la Terre puisent les éléments nécessaires à l'économie de leur existence. Ben oui, on puise les animaux, on fabrique les briques pour construire des maisons, pardon, on puise les aliments, les briques pour construire nos maisons, etc. Tout ça, on vit dans la matière, la matière se nourrit de la matière, le corps se nourrit du corps, voilà. Hein. Ces fluides, quelque subtils et impalpables qu'ils soient pour nous, n'en sont pas moins d'une nature grossière comparativement aux fluides éthérés des régions supérieures. Et donc, là aussi, il y a cette question où les esprits nous confirment que le père esprit d'un esprit, il est plus ou moins dense selon que l'esprit il est plus ou moins évolué. C'est-à-dire, un esprit très évolué aura un père-esprit très diaphane, très subtil, très léger, alors que l'esprit moins évolué aura un père-esprit beaucoup plus dense, beaucoup plus lourd. Hein. Donc là aussi, on voit qu'il y a une infinité de degrés de condensation dans justement ce qu'on appelle la semi-matière. Et c'est comme ça qu'en fait, les esprits se reconnaissent. Et puis d'ailleurs, les esprits proches de la Terre, comme il dit, ont en général ce fluide encore très dense, hein, le père-esprit est très lourd hein, et peu lumineux, comme on dit, ou qui vibre pas fort. Voyez, il y a beaucoup d'expressions qui sont utilisées et qu'il faut comprendre justement dans ce sens qu'on a encore du mal à conceptualiser toutes ces choses-là. Hein. Alors que les esprits plus élevés, eux, par contre, c'est très lumineux, c'est cette fameuse lumière blanche très pure qui n'éblouit pas, hein, qui est décrite par les expérienceurs des EMI, par exemple, hein, et aussi par les médiums voyants qui arrivent à se faire une idée du degré d'évolution des esprits en fonction justement de cette luminosité, de cette densité de leur père-esprit. Voilà. Donc, sur la Terre, l'ambiance, même semi-matérielle fluidique, est quand même encore assez dense et lourde, alors que dans les mondes supérieurs, c'est l'inverse, quoi. L'environnement fluidique des mondes supérieurs est beaucoup plus léger, beaucoup plus éthéré. Voilà. Est-ce que vous avez des questions encore déjà à ce stade? Pas de questions, tout est clair. Oui, Charles, Michel, je vois que Michel, tu nous as écrit quelque chose, vas-y. oui, justement, c'est à propos de ça. Dans le dernier numéro de la recherche qui est sorti, on peut trouver plusieurs hypothèses, mais encore aucune de concluante sur ce que tu disais, cette recherche de la gravitation quantique, c'est-à-dire le mélange de la relativité générale et de la mécanique des particules, la mécanique quantique. Exact. En fait, ils n'ont pas encore réussi à amalgamer les deux sciences, celle de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Et lorsqu'ils y arriveront, eh bien, ils pourront trouver, apparemment, d'après ce qu'ils disent, l'origine de nos univers. Voilà. Voilà, la science, en fait, comme je disais tout à l'heure, elle avance, mais elle n'est pas encore au niveau de description de ce qu'on vient de dire. Hein. Au niveau de ce que disent les esprits, c'est quelque chose, dans ce domaine-là en tout cas,
c'est quelque chose à laquelle la science n'est pas encore arrivée. Alors, il y a un autre physicien que j'aime bien et puis que j'étudie en ce moment, mais ses livres sont assez difficiles à lire. C'est Philippe Guillemont. Et donc, lui, il parle justement de ces effets, comme il dit, quanto-gravitationnels. Et ces effets quanto-gravitationnels, alors aujourd'hui, il faut se méfier parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous mettent l'adjectif quantique à toutes les sauces, qui cherchent à expliquer tout et n'importe quoi. Et je pense surtout à essayer de gagner de l'argent, hein, puisque l'adjectif quantique, c'est un adjectif vendeur, entre guillemets. Mais quand un physicien de physique quantique regarde ce qui est dit sous cet aspect quantique, ça n'a absolument rien à voir avec la physique quantique. D'accord? C'est vraiment un adjectif commercial qui est utilisé, rien de plus. Sinon, donc Philippe Guillemont, lui, va un peu plus loin quand même, hein. Il parle de ces effets quanto-gravitationnels qui permettent justement d'expliquer l'interaction entre ce que lui, il appelle le vide, hein, et le corps humain, par exemple, et le cerveau. Hein. Notre cerveau, il est matériel. Hein. Notre esprit, lui, il est immatériel. Et pourtant, notre esprit agit sur notre cerveau. Les sensations qu'on a reviennent au cerveau et vont jusqu'à l'esprit. Et puis ensuite, la volonté de l'esprit vient en sens inverse sur le corps. Hein. C'est mon esprit qui fait maintenant, par exemple, que je lève ma main. Ce n'est pas mon corps. Mon esprit agit sur le cerveau, sur les centres moteurs et fait que ma main se lève. Vous voyez? Donc, il y a des interactions constantes entre la matière tangible et donc l'esprit, ou avec son père esprit, donc la semi-matière. Vous voyez? Alors, où et comment cette interaction se fait, c'est ça qui est très, très intéressant. On en entend parler un peu dans les congrès médecine et spiritualité, hein, par exemple. Hein, je crois que je vous avais envoyé le lien du dernier congrès qu'il y a eu en octobre, où les médecins ils parlent un peu de ça. Eh ben, il y a une des théories, c'est celle de Penrose et Hamerhoff, ces deux Anglais qui ont expliqué justement cette interaction d'un point de vue quanto-gravitationnel. Alors, c'est un petit peu difficile à expliquer, mais si je peux essayer de le dire en façon simple, hein, c'est quand vous rentrez dans la physique quantique, ben, il y a des phénomènes qui sont assez étranges. Hein. Hein, par exemple, quand vous faites passer un faisceau d'électrons par, vous savez, les fentes de Young, c'est les expériences qu'on avait faites au lycée, hein, pour montrer les fameuses raies d'interférence quand on fait passer la lumière à travers deux fentes comme ça, placées verticalement à une certaine distance l'une de l'autre, hein, et qu'on arrive à déterminer justement par les équations qu'on étudie au niveau du lycée. Hein. C'est pas dans l'enseignement, c'est déjà au niveau du lycée qu'on étudie ces choses-là. Eh ben, la même chose se produit avec les particules. Donc, si vous envoyez des électrons sur deux fentes, vous allez observer des raies, hein, donc justement avec ce phénomène d'interférence. Et c'est les scientifiques, à un moment donné, se sont dit, bon, bah, attends, on voudrait bien savoir comment ça se fait que, est-ce que l'électron, c'est une onde ou c'est une particule? Donc aujourd'hui, on sait, en physique, il y a des appareils qui permettent d'envoyer les électrons un par un. Donc ils se sont dit, on va envoyer un électron pour savoir dans quelle des deux fentes il passe. Et ben, le résultat, il est assez surprenant parce qu'en fait, l'électron, donc qu'on concevait à l'origine comme un grain, hein, il passe dans les deux fentes en même temps. Donc voilà, vous voyez, c'est le genre de phénomène qui surprend. Et c'est quelque chose de typique de la mécanique quantique. Et donc, après, ils se sont dit, donc, quand vous envoyez un électron comme ça, je sais pas, à intervalles réguliers, ben, vous voyez les fentes, en fait, qui se recomposent derrière. Et quand ils se sont dit, tiens, ben, on va essayer de voir si on arrive à voir l'électron passer par les deux fentes en même temps, à partir du moment où on observe l'électron, eh ben, les raies disparaissent et l'électron ne passe que par une seule fente. C'est ce qu'on appelle l'effondrement quantique. Hein. Ce sont ces fameux effets qui sont aujourd'hui difficilement interprétés encore. Ça contrarie un peu le bon sens, mais ça montre aussi justement la complexité de toutes ces notions de matière. Hein.
Et donc, dans le même sens, il y a ce qu'on appelle le principe d'incertitude d'Heisenberg. Et ça, c'est, il dit, on n'arrive pas à mesurer en même temps, avec une grande précision, la position et la vitesse d'une particule. Vous voyez, il y a un endroit où soit on mesure la vitesse de façon précise, mais on ne sait pas où la particule elle est, soit on mesure, on essaye de trouver où la particule est, mais on n'arrivera pas à déterminer sa vitesse. Vous voyez, et donc, c'est là où ce principe d'incertitude, vous avez des constantes et ce n'est pas possible d'aller en dessous de ça. Eh bien, si on applique ce principe d'incertitude à l'espace, par exemple, hein, eh ben, on voit que l'espace, ce n'est pas quelque chose de continu, c'est quelque chose qui, pour utiliser des termes informatiques aujourd'hui, qui est pixelisé, ou de photographie, hein, qui est pixelisé, c'est-à-dire la matière, ce n'est pas quelque chose de continu, c'est quelque chose, un assemblage de pixels, et s'ils sont relativement fins, les pixels, comme on voit par exemple quand vous regardez votre écran d'ordinateur, ce n'est pas continu, hein. Vous avez une petite lampe rouge, verte, bleue, rouge, verte, bleue qui est allumée ou éteinte avec différentes intensités pour vous donner les différentes couleurs. Mais si vous mettez une loupe, vous verrez que vous avez des grains. Vous n'avez pas quelque chose de continu, hein. Donc, c'est ce qu'on appelle la pixelisation. Et on le voit aussi, le mot grain est aussi utilisé dans la photo, hein, argentique. Là aussi, vous avez la taille du grain qui vous explique que quand vous regardez une photo à la loupe, ben, vous voyez des points blancs et des points noirs, hein, une photo noir et blanc en l'occurrence. Vous ne voyez plus quelque chose de gris ou quelque chose qui est continu, hein. Et ben, pour l'espace, c'est la même chose. Et donc, alors je résume un petit peu parce que c'est un petit peu compliqué et puis moi-même, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. L'interaction quanto-gravitationnelle, c'est justement lié à cette pixelisation de l'espace, quoi. Voilà. Et puis il y a aussi la notion du temps. Alors, la notion du temps, elle est en train de souffrir en ce moment. Gérard? Oui, Charles, j'ai mis un lien dans la marge sur les fentes de Young qui est très bien fait. Ah, j'ai vu un jour une petite vidéo comme ça de. Alors, c'est avec un bonhomme Voilà, il a avec des dessin lunettes animé, là. mais je trouvais que c'était vraiment le plus explicatif de tous, parce qu'à la fin, il explique bien comment l'intervention humaine transforme Voilà. la matière en ondes et les interférences. C'est Voilà. ça. C'est celle où il y a la balle qui rebondit et puis quand il se retourne, il n'y en a Euh, plus qu'une qui rebondit, hein, c'est ça? je ne sais plus si c'est Voilà. celle-là. Non, je ne crois Donc, pas. c'est intéressant. Non, Donc, ce n'est pas la balle qui rebondit, c'est sur un écran les ondes, la matière qui est sous forme de colonne. Et lorsqu'il ne regarde pas sous forme de matière, et dès qu'il regarde, ça se transforme en onde. voilà. Et Voilà, donc mais là, vous pouvez trouver un certain nombre d'illustrations qui vous montrent tout ça et qui montrent justement ben, à la fois les progrès de la science, mais aussi les difficultés que la science est là pour. Elle n'a pas encore réussi à conceptualiser tout ça. Salah, tu voulais dire quelque chose aussi? Non, non, je t'écoute. D'accord. Je reconnais ta capacité à expliquer tout ça, non? Puisque tu me donnes la parole, tu le fais toujours brillamment et tu cites toujours des physiciens, enfin des scientifiques. Euh, Moi, j'invite nos camarades à écouter également les médecins spirites qui nous donnent une explication spirituelle. On ne va pas tous se mettre à être des grands experts de la matière, etc. Pour revenir à l'étude, il y a un fluide cosmique universel qui se condense de plus ou moins façon forte. Et ce qui anime tout ça, c'est bien la pensée et la volonté. Donc, il y a une docteure spirit, attends, comment elle s'appelle? C'est Joselma Coleo, je crois, Joselma qui, Coelho, ouais. ouais, Ah, qui explique tout ça de façon très abordable. L'origine de tout ça, c'est la pensée, la volonté. Et les scientifiques, comme tu l'as dit, dans les dizaines d'années à venir, vont avancer. Mais les médecins spirites nous donnent une explication spirituelle qui est très intéressante et qui fait le lien avec le pourquoi de la création et comment on peut se déplacer par la pensée instantanément.
Alors, voilà, donc en fait, tu soulèves un point qui est intéressant. Qu'est-ce que c'est que la pensée? Donc, on voit que les scientifiques, là aussi, ils s'arrachent les cheveux. Ils n'ont pas encore trouvé l'électron ou le photon ou la particule qui explique la pensée. Hein, c'est quelque chose. Voilà. Ils C'est étudient ça. la télépathie. Hein, ils ont mis des expérienceurs dans des cages de Faraday hein, pour être sûr qu'ils n'ont pas un petit talkie-walkie pour se communiquer entre eux. Et ils se sont rendus compte, avec des protocoles scientifiques en double aveugle, etc., que effectivement la pensée peut se transmettre d'un individu à l'autre. Mais ils n'ont pas encore trouvé comment. Et donc là aussi, quand on dit on prie, on émet des bonnes pensées ou des choses comme ça, les pensées se véhiculent justement par ce fluide cosmique universel. Exactement. Et Voilà. ce que les médecins spirites disent, c'est que la différence, bon, faut pas déraper, enfin, je le dis avec des mots impropres, mais faut pas déraper dans de la scientification, enfin, de vouloir montrer que l'on sait des choses scientifiques plus que les scientifiques, mais l'aspect spirituel, c'est que il y a deux choses. Il y a le magnétisme qui nous anime dans la forme la plus compressée, la plus condensée, enfin, à l'état de matière et l'électromagnétisme au sens large et l'expression de la pensée. Et c'est là que on arrive à, voilà, comme tu l'as très bien dit, maintenant, dès qu'on entend parler de quelqu'un, un scientifique ou un pseudo-scientifique, il y a toujours le mot quantique, physique quantique, les énergies. Et en fait, plutôt que de partir là-dedans, moi, je préfère écouter les médecins spirites qui nous donnent la vision spirituelle de la chose avec la force de la pensée et que l'univers n'est une expression plus ou moins condensée du fluide cosmique universel. Alors, moi, c'est effectivement ce que je dis aussi depuis des années, c'est que les scientifiques qui sont le plus proches justement de ces questions de père-esprit et tout ça, ce sont les médecins. Pourquoi? Et éventuellement aussi les biologistes. Pourquoi? Ben justement parce qu'ils étudient le phénomène de la vie. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'interaction entre la matière et l'esprit, entre la matière et la semi-matière, elle est permanente dans tout ce qui vit. Hein. Encore une fois, je vous dis, c'est notre esprit qui fait qu'on parle, nos idées sont conçues et transmises après par le cerveau. Donc, vous voyez, il y a des interactions constantes. Et ce que les médecins, ils étudient beaucoup, et que j'ai bien aimé, même Rupert Sheldrake, hein, qui n'est pas spirit, hein, qui explique justement cet effet de la spiritualité sur la santé. Hein. Mais vous avez des milliers d'articles qui ont été publiés dans le monde entier là-dessus, qui expliquent non seulement les effets placebo, nocebo qui sont connus depuis longtemps, mais qui expliquent aussi cet effet du stress sur la santé, les risques cardiovasculaires qui augmentent avec le stress, la personne comment dire, qui a un coping positif vis-à-vis de la maladie, qui a beaucoup plus de chances de guérir que la personne qui se laisse tomber. Et donc, directement ou indirectement, ils étudient cette interaction entre la spiritualité et la santé. Et c'est ça qui est passionnant dans ces congrès médecine et spiritualité. Je vais essayer de vous retrouver le lien où vous pourrez revisionner sur YouTube toutes les vidéos du dernier congrès. Hein, vous verrez, quoi, c'est assez passionnant. Comme Mais ils arrivent à Charles, montrer, hein, quand ils étudient la physique au niveau des cellules, hein, même au niveau du virus, comme on parle aujourd'hui, le Covid, ils ont étudié, comment dire, il y a quelques conférences qui parlent justement du virus. Là aussi, notre défense immunitaire, elle est étroitement liée à notre pensée. Une personne je dirais, qui a des pensées solides, stables et tout, aura sa défense immunitaire qui sera beaucoup plus forte qu'une personne hypochondriaque, par exemple. Vous voyez? Et donc, ils arrivent à expliquer, chiffres à l'appui, hein, avec des études à l'appui, combien toutes ces choses-là sont importantes. Charles, s'il te Bonjour plaît, Valérie et meilleurs voeux. Oui, Gérard?
C'est pas long, juste Victor Hugo a dit où il y a une volonté, il y a un chemin. Donc, on voit bien que la volonté, c'est ce qui permet de mettre en œuvre tout le reste. Voilà. Exactement. Donc, la source de tout, c'est la volonté. Exactement. Voilà. Quand on parle de la nature des fluides, quand on parle aussi de passe magnétique et tout ça, c'est rien d'autre que ça, hein. C'est de la volonté, c'est le fait de souhaiter le bien pour son prochain, le fait aussi d'avoir une hygiène de vie, même physique, hein, au niveau de l'alimentation, les boissons, le tabac, ou les drogues ou autres, tout ça, bah, ça vient influencer justement sur les fluides qu'on peut émettre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les passes magnétiques, hein, vous avez deux composantes. Une composante qui est spirituelle et que en fait, on fait pratiquement que transmettre grâce justement à notre pensée qui agit un petit peu comme une pompe, si vous voulez, hein, pour pomper ces fluides et les diriger vers la personne qui est devant nous. Et il y a aussi une composante qui est, on donne de notre propre fluide vital à nous. Voyez. Le fluide vital, c'est aussi quelque chose dont on va en parler. Dans tout ce qui vit, il y a quelque chose qui explique cette vie, hein. Donc le fait qu'il y ait une âme ou quelque chose de spirituel incarné, mais aussi le fluide vital, hein. Donc, on ne peut pas dire qu'une plante a une âme incarnée, mais une plante, elle a du fluide vital. Et le jour où il n'y a plus de fluide vital, la plante meurt. Pareil pour nous, on est incarné dans un corps, on a du carburant aussi, si vous voulez. Le fluide vital joue un peu le rôle du carburant, qui sert justement à maintenir la vie tant qu'on est vivant, qui s'épuise petit à petit avec le temps et avec l'âge. Et le jour où il n'y a plus de fluide vital, ben, c'est entre guillemets la mort naturelle. C'est on laisse tout ce qui est matériel ici et puis l'esprit avec son Père Esprit se libère du corps. Charles, j'avais une question. Hier après-midi, je cherchais encore sur les chaînes Spirit YouTube, je cherchais le chargement du dernier congrès là, auquel je n'ai pas assisté en direct et je ne l'ai pas trouvé. Les Donc, médecins? oui. Alors, Ben, tu as dit que tu donneras le lien. Enfin, ce n'est pas l'objet de l'étude, mais si tu penses à nous donner le lien, ça serait très ben, bien. attendez, on Parce va que le j'ai faire vu tout de dans suite. une intervention que tu as fait à une soirée avec Pépino que tu montrais la présentation en anglais, puis du coup, je me suis mis à les rechercher, puis j'ai pas trouvé. Alors, Spiritist Medical Association, voilà. J'ai cherché sur Donc, Regard Spirit, divulgation. SMA, alors international, ouais, voilà. Ah, mais tu l'as trouvé tout Et de ben suite. voilà, vous voyez là, donc vous avez English, portugais, espagnol, français. Hop. Voilà, donc hop, je vous copie le lien. Ah, très bien. Tiens, je viens de voir la photo de Marlène Nobret. Euh, Oui, toute cette séquence d'études qu'il va y avoir là sur le fluide cosmique universel. Donc, enfin, j'ai envie de faire un commentaire à tout le monde. Il ne faut pas prendre peur devant encore une fois, devant une pseudo-intellectualisation à l'extrême. C'est que l'objet de cette séquence, c'est d'expliquer qu'il y a un fluide cosmique universel, qu'il y a bien une cause première à tout ça, qu'on baigne dans ce bain, on va dire, voilà. On est dans ce bain et ce qui anime ce bain, c'est la pensée et l'amour du Créateur. Alors, je le dis de façon très résumée, n'ayez pas peur de ce que je dis, mais en fait, c'est ça le but, hein, c'est de dire, ben, on peut effectivement traduire ce que la recherche scientifique fait. On peut regarder effectivement qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans le monde scientifique qui cherchent, et l'expression que j'utilise toujours avec Charles, c'est que on voit toujours des gens qui tournent autour de la raison et ils n'osent pas passer le cap de dire ben, faisons le lien entre la spiritualité et la science. Et ce que les livres spirites nous disent, c'est que ben, il va y avoir un lien forcément avec le temps quoi, parce que l'origine de tout ça, il y a bien un sens et on arrive au mot que j'ai utilisé, quoi. c'est ça. Et donc, Marlène Nobret, c'était son objectif pendant toute sa vie, Exactement, c'est c'est pour ça que je l'ai cité. de Voilà, faire c'est de pour ça. sorte que la médecine, justement, sorte de ce paradigme purement matérialiste et passe à un paradigme spiritualiste pour étudier l'être humain non seulement comme un simple ensemble de cellules gouvernées
personne ne sait trop comment, par des réactions biochimiques, mais que l'être humain soit considéré comme dans toutes ses dimensions, donc bio, socio, psycho et spirituel. Voilà. Et donc là, vous avez une petite vidéo effectivement sur le même. Alors c'est dommage parce que bon, nous, on avait aussi une chaîne médecine et spiritualité sur OLMSF, hein, par le mouvement spirit francophone. Mais là, bon, ils ont dit non, non, on va les mettre chez nous. Alors je vois là, vous voyez, il y a même pas 100 vues. Donc c'est quelque chose qui est encore relativement peu connu, peu diffusé. Mais donc quand il y a écrit français, vous pouvez y aller. C'est donc, en fait, ils avaient fait les conférences avant, qui avaient été transcrites dans leur langue originale, traduites en français et ensuite enregistrées. Et donc c'est doublé en français. Vous verrez, c'est très bien fait. Et puis, vous avez 8 conférences. Les 8 conférences sont disponibles en français. Donc, vous voyez, par exemple, Decio Yandoli, là, alors c'est dommage, ils auraient dû traduire aussi le titre. On va essayer de leur suggérer quand même d'améliorer ça. Action de la pensée sur la réponse immunitaire de l'organisme. Vous voyez? Donc, on est en plein dedans. C'est exactement ce que je vous avais dit. Et là, c'est un médecin qui parle et qui va vous citer des dizaines d'études scientifiques qui ont été faites et publiées dans des revues, etc., etc., etc. Voilà. OK? Donc, on va revenir au cours. Et donc là, vous voyez que donc, ça confirme, hein, c'est les médecins qui sont vraiment les plus proches. Les physiciens, ils ont encore un peu de mal à y arriver, même si, quand j'en parle de Philippe Guillemot, hein, puisque lui, c'est vraiment un physicien, un théoricien spécialisé dans des concepts, des modèles physiques, etc. Donc, il est reconnu dans le courant, dans la physique. Mais il est quand même parti d'un certain nombre d'hypothèses de base, par exemple, qu'on a un libre arbitre. Et donc que l'âme existe. Donc, lui, il part, il réfléchit justement sur ces hypothèses spiritualistes. Alors, il lui manque encore un certain nombre d'éléments. C'est pour ça que ce serait pas mal si on pouvait un jour le rencontrer. Par exemple, cette semi-matière, il n'en est pas là. Lui, il dit que c'est l'information qui se transmet par effet quanto-gravitationnel avec notre cerveau, elle vient du vide. Et on peut comprendre pourquoi il dit du vide. Ben, le vide, c'est tout ce qui n'est pas de la matière, tout ce qui n'est pas dans l'espace-temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'il n'arrive pas à le pondérer, à le détecter dans l'espace-temps, pour lui, c'est du vide. Voyez. Et donc, c'est là où les scientifiques, il faut qu'ils progressent pour expliquer un peu mieux ce qu'est le vide. Parce qu'il nous dit quelque part dans ses livres que toute l'intelligence, la volonté, tout ce qui découle justement de ce libre arbitre est transmis à notre cerveau par l'énergie du vide. Donc, vous voyez, l'énergie du vide, bon, c'est un peu vite dit, il faut aller chercher ce que c'est. Donc, les spirites vous expliquent, les esprits nous avaient dit, ben, c'est l'esprit, le Père Esprit, et puis toute cette phénoménologie qu'on connaît, le fluide vital, etc. Voilà. Bonjour Ève, meilleurs vœux. Alors, le temps il s'écoule. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on a vu l'essentiel, hein. Donc, c'est le fluide cosmique universel qui est une seule matière primitive et qui, par ses multiples transformations, explique tout ce qui est matériel. Ils expliquent la matière, les électrons, la physique quantique, ils expliquent le fluide vital, ils expliquent l'électricité, le magnétisme. Voilà, tout ça, ce sont des transformations et des propriétés de ces transformations du fluide cosmique universel unique. Voilà. Donc, l'état qui est le plus connu, c'est cet état de tangibilité, cet état matériel, hein, de l'espace-temps étudié par la physique. Mais il existe aussi des états moins denses. Le Père-Esprit, pour les esprits, c'est de la matière, hein. Il y a beaucoup d'esprits en fait, qui sont morts, mais qui ne savent pas qu'ils sont morts. Ils disent, mais j'ai un corps, j'ai des bras, j'ai des jambes. En fait, c'est leur Père-Esprit, quoi. Ils n'ont pas... Pour eux, c'est vraiment une réalité pour le monde des esprits. Même si nous, s'il y a un esprit à côté de nous, dans la pièce où on est, dans l'état normal, on ne le verra pas. Et c'est les médiums voyants, ce qu'on appelle voyants, c'est-à-dire
pas ceux qui ont des annonces dans les journaux hein, pour faire de l'argent, c'est les médiums qui ont la faculté de voir les esprits. Hein. Leur esprit se détache un peu du corps et ensuite, par la vue de l'esprit, ils arrivent à voir l'autre esprit qui est devant eux là où ils sont. Vous voyez? Mais eux, ils arrivent donc dans cet état-là, dans certains états d'émancipation de l'âme, on arrive à les voir. Mais dans l'état normal, on ne les voit pas. Voilà. Donc, tous les corps, substances et fluides existants dans la nature proviennent de cette matière primitive. Voilà. Hein, donc, c'est cette fameuse théorie de la grande unification à laquelle la science arrive. Tout doucement, mais elle y arrive. Voilà. Et donc, dans le vide, partout dans l'univers, ce fluide, il existe. Donc, ce qu'on appelle le vide, c'est tout simplement là où il n'y a pas de matière tangible. Mais là où il n'y a pas de matière tangible, il peut y avoir plein d'autres choses. Là, il y a des énergies qui se transmettent. Il y a les photons, par exemple, la lumière. Hein, on arrive bien à voir le soleil. La lumière du soleil traverse le vide pour arriver jusqu'à chez nous. Voyez. Donc, on admet que le vide, il n'est pas si vide que ça. Et aujourd'hui, avec la mécanique quantique, dans le vide, il peut se passer plein de choses hein, par les équations quantiques. Dans le vide, il peut très bien se créer, par exemple, une paire de particules et antiparticules qui ont une réalité à un certain moment, et puis ensuite qui s'annulent de nouveau l'un l'autre. Vous voyez, ce sont des choses qui arrivent dans le vide. Et c'est là où, comme je vous ai expliqué, Philippe Guillemont, les théories progressent et ils arrivent en fait peu à peu à trouver que dans le vide, il y a plein de choses. Les propriétés des fluides, voilà, donc c'est l'effet de la volonté, l'effet du magnétiseur, déjà l'effet de notre volonté sur notre propre santé, tout ça, ce sont des choses qui sont démontrées. L'effet d'un magnétiseur qui fait une passe pour soulager, par exemple, les barreurs de feu. Je prends les exemples qui sont les plus connus et les plus universellement admis. Hein. Ce sont des choses qui marchent. Hein. Moi, je me souviens quand j'étais petit, j'en avais vu un petit gamin qui s'était ébouillanté en se renversant une casserole d'eau bouillante. Et bien sûr, qui avait une brûlure au 2e degré, des douleurs et tout. Et puis quand le barreur des feux est venu, rien que le fait de mettre la main dessus, le gamin il s'est arrêté de pleurer immédiatement. Et puis en quelques jours, c'était cicatrisé. Quoi. Alors qu'en temps normal, ça aurait pu mettre quelques semaines. Vous voyez. Donc tout ça, ce sont des effets qui sont tangibles. Et il y a beaucoup d'effets comme ça qui pour l'instant sont encore inexpliqués par la science, mais qui peuvent justement s'expliquer par les propriétés des fluides. Voilà. Et la télépathie, c'est la même chose. Et il y a aussi une autre notion dont Kardec ne parlait pas, mais qui est venue par après, c'est ce qu'on appelle l'idéoplastie. Hein. Kardec, il en parlait un petit peu, c'est-à-dire les esprits, par la force de leur pensée, ils arrivent à idéaliser certains objets. Par exemple, il parle dans le laboratoire du monde des esprits, dans le livre des médiums, il parle d'un esprit qui avait une tabatière, qui avait un certain nombre d'objets matériels. Et il avait demandé, mais lui, l'esprit, comment il fait pour avoir une tabatière? Voilà. Et puis l'esprit, Eraste, me semble-t-il, lui explique que c'est la force de sa pensée qui lui fait, par idéoplastie, donc réaliser sa tabatière au niveau fluidique. Pas au niveau matériel, mais déjà au niveau fluidique. Voyez. Donc c'est ce qu'on appelle l'idéoplastie, c'est-à-dire idéo-pensée, plastie, former des objets. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne dans le monde spirituel et qui peut expliquer qu'il puisse y avoir des cités entières, comme vous pouvez le voir dans nos solars. Hein. C'est le même principe qui fait que toute cette infrastructure qui existe là-bas a été idéalisée et est maintenue par des esprits qui étaient là-bas pour construire cette cité spirituelle. Voilà. Alors, donc ça, c'est les propriétés des fluides. Hein. Donc, voilà. Les fluides sont aussi le véhicule de la pensée. Hein. L'air transmet le son par vibration. Hein. Les ondes électromagnétiques transmettent la lumière et puis les ondes des téléphones, le photon, les photons, c'est une forme d'onde électromagnétique. Hein. Donc, voilà. Mais le fluide cosmique universel, lui, transmet la pensée. Hein. Donc, c'est ce que les physiciens n'ont pas encore réussi à découvrir aujourd'hui. Voilà.
Bon, si on continue, qualité des fluides. Voilà. Alors après, ben, il y a des fluides qui sont bons, il y a des fluides qui sont mauvais, il y a des fluides qui harmonisent, il y en a qui désharmonisent, il y en a qui construisent, il y en a qui détruisent, il y en a qui nettoient, il y en a qui salissent. Vous voyez, tout est toujours, encore une fois, dans la pensée, hein. Et c'est pour ça que ben, être magnétiseur, c'est bien, mais ça demande, comment dire, une certaine hygiène mentale, surtout en premier, hein, avoir de bonnes pensées, hein, puisque c'est la pensée, la qualité et la force de la pensée qui vont proportionner l'effet des fluides magnétiques que le magnétiseur vous enverra. Et d'un autre côté, enfin bon, c'est un peu dur, mais un magnétiseur, par exemple, qui boit ou qui fume, ben, il vous transmettra des fluides associés à l'alcool et à la nicotine, hein, clairement. Vous voyez? Donc, c'est pour ça il faut être prudent, hein. La qualité des fluides dépend essentiellement des qualités de la pensée. Voilà. Et donc, ce serait difficile de pouvoir décrire toutes les formes qu'il y a, mais je dirais par ce principe général, vous pouvez en déduire euh, toutes les particularités qui peuvent exister, hein. Par exemple, il dit ici, sous le rapport moral, hein, les fluides portent l'empreinte des sentiments de la haine, de l'envie, de la jalousie, de l'orgueil, de l'égoïsme, de la violence, de l'hypocrisie, de la bonté, de l'hypocrisie d'un côté, et aussi de l'autre, donc de la bonté, de la bienveillance, de l'amour, de la charité, de la douceur, etc. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des choses qui peuvent se transmettre par des fluides. Et on dit toujours le fait, par exemple, quand vous avez de la haine vis-à-vis de quelqu'un, quelque part, vous transmettez des fluides de haine qui vont atteindre cette personne, qu'elle soit incarnée ou désincarnée. Si au contraire, vous avez des sentiments d'amour pour quelqu'un, ça va être exactement la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous allez transmettre ces fluides d'amour par ce fluide cosmique universel, et ces fluides vont aller atteindre cette personne ou cet esprit s'il est déjà désincarné, et il va en ressentir quelque part un bienfait, hein. C'est ça qui explique aussi qu'il y a certains endroits où on se sent bien, et il y a d'autres endroits où on se sent moins bien. Vous voyez, c'est là où les fluides sont plus en harmonie avec nous ou ne sont pas en harmonie avec nous, hein. Quand on fait une prière, par exemple, on élève notre pensée justement pour pouvoir se mettre en syntonie avec nos guides spirituels et pour que la communication, justement, par syntonie, puisse se faire là aussi par le biais de ces fluides. Voyez. Après, ben voilà, sous le rapport physique, les fluides peuvent être excitants, calmants, pénétrants, astringents, irritants, adoucissants, soporifiques, narcotiques, toxiques ou réparateurs, expulseurs. Voyez. Euh, c'est, 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 Toutes ces choses-là s'imprègnent dans les fluides. Et encore une fois, une personne qui est malade et qui met toute sa force de pensée justement dans le sens de guérir de sa maladie, il aura beaucoup plus de chances de guérir qu'une personne qui, au contraire, aura des sentiments négatifs en disant ça y est, c'est fini, c'est perdu, la panique, la peur, etc. Tout ça, ce sont des choses qui nous limitent, hein, alors que les pensées positives, constructives, ce sont des choses, au contraire, qui nous harmonisent ou qui nous guérissent. Voilà, qui nous guérissent. Voilà. Et puis, ça se passe aussi au niveau des esprits, hein. Un esprit qui peut chercher à aider, hein. Par exemple, l'esprit, un esprit ami ou familier qui, quand on a une difficulté, viendra nous aider. Ça nous donnera ce sentiment de réconfort, même si on ne sait pas d'où ça vient, on se sentira soudainement mieux, hein. Alors qu'à l'inverse, il y a des esprits plutôt malfaisants qui cherchent à vous perturber. Là aussi, ben, à force, ça pèse, hein. On sent comme une espèce de chape de plomb au-dessus de nous. Et c'est surtout quand on se laisse justement rentrer dans le cercle vicieux, quand on laisse nos vibrations baisser, ben, qu'ils arrivent justement à alimenter ce cercle vicieux de façon encore plus forte. Donc, quand on sent ce genre de choses, il faut essayer de couper, de changer de syntonie,
vous ouvrez, je ne sais pas, l'Évangile selon le spiritisme ou un livre de Léon Denis, vous lisez pour essayer de vous remonter les vibrations et de couper par rapport à ça. Oui, Michel? Oui, Charles, j'ai une petite question là, à propos de la qualité des fluides. Il y a Allan Kardec qui dit dans la Genèse que chacun a dans son propre périsprit une source fluidique permanente. Ça veut dire que nous produisons du fluide ou nous l'utilisons, c'est ça en fait. C'est un petit peu, je trouve le concept un petit peu compliqué là. Ben, oui, puisque dans... Chacun a dans son propre périsprit une source fluidique permanente. On a une source fluidique dans notre périsprit. Alors, ouais, alors, source, moi je dirais plutôt une pompe, parce qu'encore une fois, c'est par la pensée que, entre guillemets, qu'on émet et qu'on pompe des fluides. Donc, effectivement, le fluide cosmique universel, lui, il est là, donc celui-là, on ne le crée pas. Par contre, nous, dans notre père-esprit, on le transforme et puis on l'oriente vers quelque chose. Et ça, effectivement, c'est permanent. Et c'est par la volonté de l'esprit. Donc, c'est l'esprit qui a cette volonté. Il la transmet au Père-Esprit qui lui-même va orienter ce fluide cosmique universel euh, qui donnera ensuite la transmission de pensée, qui donnera le passe magnétique, qui donnera toutes les applications dont on vient de parler. Charles, j'aimerais donner également un élément de réponse à notre Oui. ami. Tout à l'heure, quand j'ai vu la photo de Marlène Nobret, j'ai dit à tout le monde, regardez Marlène Nobret, elle vous explique tout ça très bien. C'est qu'en fait, dans le périsprit, comporte plusieurs couches. Alors, il y a des mots qui sont utilisés énormément ailleurs, encore une fois. Il y a le corps éthérique, le corps causal, etc. Mais bon, Marlène Nobret, on parle de trois, le éthérique, mental et causal, où en fait, ce n'est que la traduction de ce que l'on pense de façon positive ou négative. Et par la production d'ectoplasme, par exemple, on transmet des fluides et on influence sur le milieu et sur les gens autour de nous, comme tu l'as dit, de façon positive ou négative. Donc, le père-esprit est une enveloppe de condensé, plus ou moins condensé, plus ou moins clair de ce fluide cosmique universel. C'est une espèce de caisse enregistreuse et de caisse d'émission où on influence les autres. Donc, nos fluides, pour répondre à notre ami, à Michel, je crois, les fluides, on les génère, on en a un capital au début, et après, on a la capacité d'en repomper, pour reprendre l'expression de Charles, et surtout d'en émettre de façon positive ou négative. Alors, les gens qui font des passes magnétiques, souvent, de façon animale, comme dit toujours Charles, ils en transmettent brutalement, mais rien que par nos pensées, on en transmet. Donc, on est une espèce de caisse d'émission, et c'est dans le périsprit que toutes ces choses se passent, le mental, tout notre affectif, nos émotions, etc. Enfin, je le dis très vite, mais ça part de ça, quoi. Voilà. C'est dans notre esprit que ça se passe et c'est dans notre père-esprit que ça se véhicule. Exactement. Hein, on a toujours un peu de difficulté à utiliser les mots pour ça. Et là, vous avez un paragraphe qui l'explique. Hein. Il dit, les esprits, alors il dit désincarnés, mais c'est vrai aussi pour les esprits incarnés, c'est eux qui les pompent, qui les dirigent, qui les agglomèrent, les combinent, les dispersent, etc. Voilà. Donc ça, c'est, même à l'état d'esprit, on garde encore cette faculté donc de penser, d'émettre des pensées, de les transmettre. Voilà. Et c'est Merci. un message médiumnique ou un esprit familier qui vient nous consoler, nous aider, etc. Il le fera comme ça. Hein. Il émettra des pensées, il les dirigera vers nous. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Mais il n'y a pas de quoi. Merci à toi, Michel, pour la question. Voilà. Après, voilà. Donc, comment se soustraire aux mauvaises influences des esprits, hein, c'est une question qu'on a. Alors, c'est marqué aussi là. Hein, il est possible d'éviter les hommes qu'on sait mal intentionnés. C'est des personnes qu'on sait qui sont dangereuses, on cherche à les éviter. Hein, les personnes. Alors, il y a ce mot toxique, j'aime pas trop parce que les psychologues, ils mettent ça un petit peu à tous les goûts, parfois, voilà. Parce que des personnes en difficulté ou même mal intentionnées,
quelque part, on a quand même, avec le temps, le devoir d'y résister, de ne pas se laisser entraîner par eux, et même voir à la limite de passer à la vitesse supérieure en les aidant. Hein. Et donc ça, c'est encore une fois toujours une question de syntonie et de volonté. Hein. Et donc, le moyen de... Quand on sent qu'il y a des mauvais esprits qui sont autour de nous, qui cherchent à nous pousser au mal, ou à nous détourner de quelque chose qu'on veut faire de bien, eh bien, il suffit de ne pas les écouter. C'est encore une fois notre volonté à nous. Donc, je vous disais tout à l'heure, prenez l'Évangile, un livre de Léon Denis ou autre. Je parle de Léon Denis parce que avant-hier, c'était son 175e anniversaire de la naissance. Hein, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de lui en ce moment. Il a écrit des livres quand même assez merveilleux. Et donc, voilà, on change d'onde, et puis ça, forcément, ben, l'esprit, quand on lit l'Évangile, quelque part, lui, il le verra aussi devant lui, et puis il sera un petit peu, vous voyez, alors, il ne va pas lâcher prise comme ça non plus, mais au bout d'un certain temps, quand il verra qu'il n'arrivera pas à nous perturber, eh ben, il s'en ira, il ira perturber quelque part ailleurs. Sauf si, et ça c'est les cas un peu plus difficiles, quand c'est un esprit avec lequel on a un lien, un esprit envers lequel on a commis un tort dans le passé. Donc là, il faut quand même quelque chose de plus, c'est-à-dire il faut qu'il y ait le pardon, il faut qu'il y ait un certain nombre de choses supplémentaires qui s'installent pour pouvoir couper par rapport à cette influence. Alors Michel, tu as toujours la main levée, mais je pense que c'était la dernière fois. Ah oui, pardon. Attends, je vais aller... Et Gérard, je t'ai vu lever la main aussi à un moment donné. Et donc, ouais, Gérard. Alors, tu as le micro coupé. Voilà, avec le micro, c'est mieux. Oui, je voulais dire que les mauvais esprits cherchent la faille. Et la faille, qu'est-ce que c'est? C'est nos défauts et nos mauvaises pensées. Et donc, chaque fois qu'on arrive à nous à corriger un défaut par la prise de conscience, ce qu'on appelle la réforme morale, ben on ferme une porte qui les empêche de rentrer. Et plus on va fermer de portes, et plus ils vont se heurter, et au bout d'un moment, ben, ils vont lâcher le beefsteak. Voilà. Donc, la clé de tout, le point de départ, c'est bien la réforme morale. Et ça, c'est très bien expliqué dans ce que vous avez à l'écran en ce moment là. Hein. Le moyen est fort simple de se préserver pour ça. Il dépend de la volonté de l'homme même qui porte en lui le préservatif nécessaire. Les fluides s'unissent en raison de la similitude de leur nature. Les fluides dissemblables se repoussent. Il y a incompatibilité entre les bons et les mauvais, comme entre l'huile et l'eau. Que fait-on lorsque l'air est vicié? On l'assainit, on l'épure en détruisant le foyer des miasmes, en chassant les effluves malsaines par des courants d'air salubres plus forts. Et à l'invasion des mauvais fluides et des mauvaises pensées, il faut donc opposer les bons fluides. Et comme chacun a dans son propre esprit une source fluidique permanente, tu vois, donc c'est ce que tu disais, Michel, on porte le remède en soi-même. Il ne s'agit que d'épurer cette source et de lui donner des qualités telles qu'elle soit pour les mauvaises influences un repoussoir au lieu d'être une force attractive. Donc, c'est la porte ouverte que tu disais, Gérard. Si on a des sentiments de haine ou de jalousie ou d'orgueil, hop, les esprits qui veulent pousser les sentiments de haine, de jalousie ou d'orgueil, ils arrivent comme des mouches, entre guillemets. Excusez-moi l'expression, mais c'est ça. Et si on a au contraire des sentiments inverses, ben, quelque part, les mouches, ça va les repousser, mais d'un autre côté, ça va attirer aussi d'autres esprits qui vont multiplier par 10 tout ce qu'on pourrait faire tout seul. Oui, Valérie? Alors, le micro n'est pas coupé, mais on ne t'entend pas, Valérie. Ah. Ce qui prouve bien qu'on est acteur de sa vie et non victime. C'est ça, c'est ça. Et tout est toujours une question d'affinité. Hein, la prière, c'est élever nos vibrations pour être en affinité justement avec les bons et puis s'éloigner un peu des mauvais. Ouvrir la porte aux bons esprits. Voilà, et c'est une question, encore une fois, de volonté, une question de travail, de persistance, de lecture, d'études. Voilà. Valérie, je ne sais pas, elle a levé la main par erreur peut-être. Valérie, nous entends-tu? Non, c'est son micro.
peux toujours poser des questions encore par écrit, donc soit ici avant qu'on coupe, hein, malheureusement la discussion Zoom ne se conserve pas, soit le groupe ESPS2 là sur Skype, il existe toujours, donc on utilise ça comme plateforme justement pour se communiquer. Voilà, ben, je pense qu'on a fait le tour au niveau des fluides. Est-ce que vous avez encore des questions à poser? Juste la dernière phrase. De même, les mauvais esprits vont où le mal les attire, détruisez le mal et ils s'éloigneront. C'est ça, les esprits réellement bons, incarnés ou désincarnés, n'ont rien à redouter de l'influence des mauvais esprits. C'est cette notion-là, je pense qu'elle est très importante parce que les bons esprits auront toujours le dessus sur les mauvais esprits. Je pense que ça, il faut bien en prendre conscience. Oui, parce que dans le monde des esprits, cette hiérarchie, elle est faite comme ça, hein. Voilà. La force des bons esprits, elle est supérieure à celle des mauvais, clairement. Voilà, mais bon, il faut le dire. Alors, ils ne vont pas nous les éliminer, hein, ils sont là. Ces mauvais esprits, eux, ils doivent aussi devenir bons. Il faut aussi qu'ils évoluent. Donc, il faut bien qu'ils soient ici, près de nous, pour apprendre et puis essayer de s'améliorer. Et puis, nous, ben, on est un peu entre les deux, hein. Donc, on essaye d'écouter les bons pour ne pas se laisser prendre au piège des mauvais et puis voire même passer, comme je disais tout à l'heure, à la vitesse supérieure, les aider à devenir eux-mêmes aussi bons. Voilà, et c'est comme ça que tout s'enchaîne, qu'il y a toute cette solidarité. Parce que quand vous voyez, bon, par exemple, une réunion médiumnique, ça sert souvent à ça, hein. C'est la personne qui est médium reçoit un esprit qui est soit perdu, soit mauvais, soit méchant. Et puis donc, avec le groupe qui est autour, les orientations, les conseils qu'on peut lui donner, essayer de le pousser à élever ses pensées, à prier, etc., justement pour l'aider à sortir de l'état de trouble ou à le faire changer de disposition pour qu'il devienne meilleur. Voilà. Et c'est là où on a... C'est pour ça que les mauvais esprits, c'est le vade retro Satanas. Bon, voilà, Satanas déjà n'existe pas, hein, et les mauvais esprits sont tous, ils vont tous évoluer avec le temps. Et donc, une des missions qu'on a, alors évidemment, il faut qu'on soit dans des dispositions adéquates pour ça, hein. Si on est nous-mêmes malades ou perturbés, ben, il faut déjà essayer de résoudre ce problème-là pour être de nouveau retrouver nos forces et puis avoir les ressources nécessaires pour ensuite passer à l'étape suivante et aider ceux qui sont en difficulté. Valérie, elle t'a posé une question parce qu'elle doit avoir des problèmes de micro dans la marche. Alors, quelqu'un qui fait des passes magnétiques et qui fume ou boit ou n'est pas dans de bonnes conditions, peut-il faire plus de mal qu'autre chose? Alors, là encore une fois, tout dépend de l'intention, hein. Vous pouvez avoir des gens... alors déjà, le fait de fumer et ou de boire, il y aura forcément, ça va se sentir dans ces fluides, voyez. Mais ensuite, vous avez des personnes qui fument et qui boivent, mais qui sont quand même, entre guillemets, à ces défauts près, qui ont quand même de très bonnes pensées. Donc, je ne dirais pas que ce fera systématiquement plus de mal qu'autre chose, mais clairement, ce serait mieux s'ils ne fumaient pas ou s'ils ne buvaient pas. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu. En tout cas, dans les centres spirites, les personnes qui donnent des passes, c'est la base, hein. Quand on étudie justement les fluides, ben voilà, même à la limite, s'abstenir d'avoir des repas trop lourds avant les réunions, etc. Parce que tout ça aussi, avec les intestins qui gargouillent, etc., ben c'est des choses qui vont compliquer justement ce travail d'émission de fluides ou le travail médiumnique quand il y en a. C'est pour ça qu'on ne dit pas, bon, ben, il faut une sobriété totale, hein, ce n'est pas ça qui est dit, mais c'est d'être conscient justement que ces fluides-là peuvent se retrouver imprégnés, enfin gêner le travail de bien qu'on voudrait faire. Voilà. Donc, c'est pour ça que le fait d'être médium, je disais, ça demande une hygiène mentale avant tout, hein, d'avoir de bonnes pensées et pas de mauvaises, et deuxièmement, aussi l'hygiène physique. Après, quand vous avez une personne qui boit et qui fume et qui est mal intentionnée, donc là, effectivement, il vaut mieux pas lui demander de vous faire des passes magnétiques, hein, c'est clair. Je dirais que l'un entraîne l'autre. L'hygiène mentale, par conséquence, par répercussion, elle va inciter à l'hygiène physique. Voilà.
C'est ça. Ouais. Et puis le fait d'avoir une hygiène physique, pas une personne qui fume ou qui boit, bah, forcément, c'est une personne qui a encore des difficultés justement au niveau mental pour arrêter ça, quoi, voyez? Mais encore une fois, il ne faut pas généraliser, hein. Vous avez des gens qui fument et qui boivent, qui sont des gens qui ont le cœur sur la main, comme on dit, hein, et qui peuvent vous être très utiles. Voilà. Ouais. Mais c'est pas. Voilà. Il vaut mieux une personne qui a le cœur sur la main et qui ne fume pas et qui ne boit pas. Ensuite, ben voilà, les esprits, ils utilisent les gens qu'ils ont sous la main, hein. Ils n'ont pas toujours le choix. Ils sont bien obligés de composer avec nos propres imperfections. S'il y a beaucoup de gens qui ne fument pas et qui ne boivent pas, mais qui n'en ont pas de bonnes pensées pour autant. Vous voyez? Il ne faut jamais prendre les choses de façon absolue. Voilà, ben écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, hein, puisque je crois qu'on a un peu dépassé le temps. Ben, en tout cas, merci à tous pour votre participation. Encore une fois, meilleurs vœux pour 2021. 2020, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne regrettent pas cette année-là. Personnellement, je pense que 2020 nous a beaucoup aidés. Je vois 2020, alors je ne veux pas être pessimiste, mais je vois un peu 2020 comme un entraînement à justement simplifier, à relativiser, à réfléchir sur nos libertés, à réfléchir sur les libertés du prochain, à réfléchir, faire cette introspection, la loi de société. Est-ce que, voilà, c'est vraiment une année qui nous a permis un certain nombre de réflexions et personnellement, je sens que c'est plutôt quelque chose qui nous a préparé à d'autres choses qui pourront encore venir dans l'avenir. Alors, j'espère que ce ne sera pas en 2021, mais bon, forcément, ce genre de crise risque de se répéter. Donc, voilà, qu'on essaye de faire ce qu'il faut pour être prévenu par rapport à tout ça. Et puis, être préparé pour l'avenir, quel qu'il soit, hein, sachant que nous sommes tous condamnés à évoluer, nous allons tous devenir meilleurs, aller vers cette évolution qui est inéluctable, qui est plus ou moins lente selon la volonté de chacun, mais nous allons y aller. Donc, en remerciant encore une fois les bons esprits de nous avoir assistés aujourd'hui et aussi en espérant que les enseignements puissent être utiles non seulement pour nous, mais aussi pour les esprits qui étaient parmi nous ce soir. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et puis je vous dis à dimanche prochain. Eh bien, c'était excellent et bonne année à tous, bonne semaine. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci, bonne semaine. Et bon dimanche. Merci pour vos explications. Merci, Charles. Merci à tous. Au revoir. Au À revoir. dimanche. Merci à tous. Bon dimanche. Au revoir.